Star Trek is a television series from the 1960s, contemporary with the space race and optimism about the future and about space travel. The previous science fiction before that, things such as The Twilight Zone, had dramatized some sort of contemporary pulp kind of stories. But this idea of Earth as a future spacefaring society in an integrated kind of interplanetary system, that's really the vision of Star Trek. Qu'est-ce que c'est Star Trek? C'est un capitaine avec son équipage, un navire, et qui part vers l'inconnu explorer l'espace et rencontrer de nouvelles civilisations. Il y a des liens extrêmement forts et troublants avec le mythe grec de Jason et de ses compagnons les Argonautes qui s'embarquent sur un navire à la recherche de la toison d'or. Il y a précisément la quête de la connaissance, il y a le voyage dont l'équipage reviendra transformé. So Star Trek is one of the most important science fiction television programs because it had a diverse cast, which was extremely unusual for television at the time. I mean that there were people of color, there were women as part of the mainstream characters, and in addition, the series attempted to suggest the internationalness of its crew. The character of Spock was really inspirational. Although he's not played by an actor of color, he is someone who's visibly different, who sometimes experiences prejudice because of his difference. And he, as much as Uhura, who obviously is also incredibly important to the history of people of color in fandom and as creators of science fiction. And of course, one of the most famous stories about that, as you may know, is that Nichelle Nichols, who plays Commander Uhura, was considering quitting the series because she was somewhat frustrated with the limited role her character has, because she mostly stays on the bridge and answers the intergalactic telephone. And it was Martin Luther King Jr. who told her how important it was to have a woman of color on mainstream television, even if it was in a minor role. It was in a positive and role and a non-stereotypical role. I feel like it was probably a very important moment in American culture and also in global culture for that to have been the very first interracial kiss on national television. I think Star Trek, it appeals to the futureness in all of us, that we want the future to be better than it is today. We want to be optimistic about the future. And even in the here and now, we would like to think that there is something, even with all our problems today, that is good about humanity. That's what Gene Roddenberry, the creator of Star Trek, enjoyed. La série originale, au moment de sa première diffusion, n'a pas rencontré un grand succès populaire, mais elle a attiré l'attention d'universitaires, d'intellectuels, de scientifiques, et un noyau dur de fans s'est constitué autour d'elle. Et lorsque un projet d'annulation a été rendu public, cette petite communauté de fans s'est réunie et a coordonné une action collective, une véritable première dans l'histoire audiovisuelle américaine, pour obtenir de la chaîne qui diffusait à l'époque Star Trek, à savoir NBC, la prolongation de la diffusion pour une 3e année. So we have one of the letters that was sent out to ask people to write in to save Star Trek. So these are copies with the addresses of the people who were supposed to be targeted in this letter writing campaign, and it's one of the most famously successful fan interventions. L'action des fans a été spectaculaire par son importance. Mais malheureusement, elle n'a fait que reculer l'inévitable, l'annulation de la série au terme de la 3e saison. But it spoke to so many people, and finally, after 10 years, there was a motion picture, Star Trek the Motion Picture, 1979. It wasn't a huge hit, but it was successful enough
to launch even more movies, which were even more successful in some ways. They decided to come back and do another series again, only rather than reboot Kirk, Spock, and McCoy, they would embrace that and move ahead 80 years, which was a genius stroke because that opened up the Gene Roddenberry Star Trek universe. So The Next Generation happened with Captain Picard and Data. So Deep Space Nine was a darker show. Voyager was a show about a crew that was lost and not in a home part of space trying to get home. And then there was a prequel show, Enterprise. It only lasted for 4 seasons. Within a couple of years, J.J. Abrams came along with a picture deal and said, well, I'd like to reboot Star Trek as a movie franchise. And at the time, the idea was, go back to the roots, go back to Kirk, Spock, and McCoy. But I don't call that a reboot, because we haven't wiped away all of the original series in that timeline. It can still exist. Star Trek, comme Star Wars, fait partie donc de ces piliers de la pop culture très importants, qui est vraiment ancré dans l'esprit des fans et qui aujourd'hui, par divers moyens, sur du fan art, sur de la sérigraphie, sur du poster, sur de l'objet, va livrer sa propre vision de la pop culture en général. On est vraiment dans une période où la génération d'avant, celle qui a vécu ces films, ces univers-là dans leur adolescence, est en train de transmettre aux générations suivantes. Et c'est pour ça que tous ces reboots, qui peuvent être sujets à controverse pour certains fans, entretiennent un peu cette mythologie, cette légende, qui autrement, finalement, peut-être mourrait. Ce qui est intéressant dans Star Trek, et ça c'est Gene Roddenberry qui est le porteur, c'est que c'est une utopie. Et comme toutes les utopies, elle nous propose un monde idéal et peut-être inatteignable. Il y a un système juridique et il y a un système judiciaire assez élaboré pour justement permettre le triomphe des principes de la Fédération, qui sont des principes d'humanisme, de respect d'autrui et de soif de connaissances. L'univers de Star Trek partage les mêmes lois naturelles que le nôtre. C'est-à-dire qu'on y trouve la mort, la souffrance, l'injustice à l'échelle de l'univers. C'est fondamentalement le même que notre univers à nous. Simplement, la part utopique de l'univers de Star Trek tient à la fameuse Fédération des planètes unies, à laquelle appartient l'humanité, et qui, effectivement, est le véritable héros de Star Trek. Starfleet, c'est ce qu'on voit le plus dans la série, et c'est en fait ce qui nous sert de modèle c'est un peu notre porte d'entrée dans la société de Star Trek. Alors c'est intéressant parce que c'est une institution quasi militaire, mais qui n'est pas intéressée dans des missions impériales. En même temps, pour entrer dans Starfleet, c'est très très difficile. Il y a des concours absolument... c'est pire que les grandes écoles en France. Et uniquement la crème de la crème y arrive, et même comme ça, c'est difficile de terminer ses études et d'avoir un bon poste d'officier. Ce qui va fonder l'exploration de l'espace et qui va à la fois guider le capitaine dans les décisions qu'il doit prendre, mais qui va en fait constituer toute la philosophie de l'exploration de l'espace, c'est la directive première. C'est le principe de non-ingérence. Nul officier de Starfleet ne doit, à l'occasion des missions d'exploration, s'immiscer dans les affaires des peuples rencontrés. L'esprit de conquête est absent. L'objectif, c'est de nouer des contacts. Et il est vrai qu'il y a un objectif politique qui consiste à considérer que si la civilisation, l'espèce rencontrée après un premier contact, partage les valeurs de la Fédération, eh bien, on pourrait lui proposer d'adhérer au système juridique de la Fédération des Planètes Unies. On pourrait résumer les valeurs qui sont portées par l'univers fictionnel de Star Trek, dont Gene Roddenberry est le créateur et le porteur, par cette devise pluralité, altérité, dignité. Dans Star Trek, il n'y a plus d'argent. L'argent a disparu. On n'utilise plus l'argent pour faire des transactions.
c'est très étonnant parce que justement dans Star Trek, même s'il n'y a plus d'argent et que tout est gratuit et qu'on peut avoir tout ce qu'on veut, tout le monde est très très occupé. Donc la disparition de l'argent et du marché n'a pas fait disparaître des comportements de travail. Ce qui motive les gens dans Star Trek, c'est les honneurs, la reconnaissance des autres et le désir de s'améliorer et le désir de faire au mieux possible. En particulier, il y a un épisode incroyable qui présente le capitaine Picard, donc peut-être le capitaine le plus célèbre de Starfleet, qui va visiter sa famille. Ils ont un vignoble, ils ont une vieille maison de famille en France. On voit la vie quotidienne sur la Terre au XXIe siècle. Et une des questions du dialogue de la famille, c'est est-ce qu'ils vont acheter un réplicateur pour la maison, pour la nourriture. Et qu'est-ce que fait le réplicateur? Il peut produire absolument n'importe quoi, à la demande, au moment même où on le demande. Le réplicateur, il est là pour signifier que la révolution industrielle est finalement terminée. Il n'y a plus besoin de travail humain pour produire des choses, de la nourriture, des habits, des armes, tout ce qui est nécessaire. Mais uniquement la Fédération, donc l'entité politique de Star Trek, l'utilise comme un bien public. On pense spontanément à l'impression 3D, mais c'est peut-être un peu trop littéral. Moi, je dirais que l'équivalent du réplicateur aujourd'hui et de son statut de bien public, c'est en fait le GPS, l'Internet et les logiciels open source, donc les logiciels ouverts. J'aurais tendance à penser qu'en fait, l'économie telle qu'elle est présentée dans Star Trek est le résultat de choix politiques, non pas le résultat de progrès techniques. Et d'ailleurs, je peux le prouver à l'intérieur de l'univers de Star Trek, puisque les Ferengi, qui sont des espèces de caricatures des capitalistes américains, ils ont des réplicateurs et ils font payer tout le monde. Qu'est-ce que Star Trek peut nous apprendre sur la manière dont on gère notre économie aujourd'hui? On doit pouvoir, on a des institutions pour gérer ça, et on doit pouvoir gérer la transition vers l'automation. Le problème, c'est que l'industrie et la production de choses, c'est ce qui permettait aux pays pauvres de devenir riches. Cette voie-là et cette porte-là va être fermée. Star Trek nous incite à penser de manière beaucoup plus profonde et de manière globale comment gérer l'aboutissement de la révolution industrielle, qui est une bonne chose, mais qui est aussi un vrai défi social et politique. Alors ce qui avait visionnaire dans cette saga, c'est vraiment de mettre la science au cœur de l'univers et de proposer à l'écran des objets et des inventions, toutes les plus folles les unes que les autres, et dès les années 60. C'était une autre idée du futur que beaucoup de spectateurs voulaient voir en grandissant lorsqu'ils étaient jeunes. On peut par exemple citer le tricorder, qui est un IRM miniature. Et c'est vrai que l'IRM a été développé peu de temps après Star Trek, et c'est exactement ce qui est montré dans la série, ce petit objet qui permettait de scanner l'intérieur du corps et de voir ce qui allait pas. On peut citer le cas de Martin Cooper, qui était un ingénieur chez Motorola, et qui au début des 70 a vu un épisode de Star Trek et s'est inspiré justement du communicateur pour inventer le premier téléphone portable. Une autre invention que vous noterez sur Star Trek The Next Generation, c'est le type de commande que les officiers sur le pont utilisent. Et en fait, c'est au toucher. Les écrans changent selon les fonctions et les endroits où on peut toucher changent selon les fonctions. Et ça, c'est Michael Okuda, donc le directeur artistique, qui a dû inventer ça parce que pour des questions de prix et de production, et il se disait au XXIe siècle, il n'y a plus de boutons et de choses comme ça. C'est le même genre d'interface en fait qu'on utilise dans les iPhones aujourd'hui. Alors, la téléportation dans Star Trek, c'est avant tout une idée scénaristique pour économiser les coûts. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas forcément les moyens, surtout pour une série télévisée, de faire un plan par épisode où on voyait le vaisseau atterrir sur une planète. La téléportation, ça reste aujourd'hui un doux rêve. C'est vrai qu'il y a des physiciens qui travaillent d'arrache-pied sur ce sujet, mais cela reste quand même très théorique. Et on n'a pas beaucoup avancé depuis les années 60 sur ce sujet.
Die interessanteste Entwicklung in den letzten Monaten oder Jahren finde ich den Universalübersetzer. Nice. Als Gene Roddenberry damals zu anderen Planeten geflogen ist, musste er ja eine Möglichkeit haben, mit den Leuten dort zu kommunizieren. Lord, Damolikbach, Yingu. Lord Van, Vimurme. Och. Und er hat den Universalübersetzer erfunden, ein Gerät, mit dem man also mit anderen Menschen, die eine andere Sprache sprechen, kommunizieren kann. Und das kommt jetzt auch wird auch jetzt Realität werden. Gene Roddenberry sich Experten dazu genommen hat, die ihn beraten haben und die gesagt haben, so könnte das funktionieren in Zukunft. Was mich dabei inspiriert, ist eben die Tatsache, dass so viele Dinge, die in der Vergangenheit gezeigt wurden, wo man geglaubt hat, na, das könnte ja sowieso nie möglich sein, dass das Realität geworden ist. I cannot remember a single person that was watching Star Trek that didn't want to have their own holodeck and just be able to be in this virtual reality and just get in there and be anywhere or do anything that they want to do. It originally came out in the 80s in Star Trek The Next Generation. A holodeck is basically this room. It seems like an empty room. You walk straight into it, and just by the touch of, in this case, a touchpad, you can load up any sort of environment or any sort of game or any sort of, well, virtual reality really that you would like to be in, whether it be on the beach or you want to play a game of chess or you want to reenact a carnival fair. So that's what the holodeck allowed, most formidably, Captain Picard to do. It's kind of cool because it puts into reality, like I grew up as like a Star Trek kid, right? And being a Star Trek kid, everybody's always dreamt of like being on like a holodeck and going wherever you want to go. And Servius was founded at USC's Mixed Reality Lab by our CEO, Nathan Burba, and our Chief Creative Officer, James Iliff. The reason why they founded it was because they wanted to find a medium in which they can create the games that they always wanted to play. So here we got the Vive Pre controllers. They have these indentations which tie into the lighthouses, as they're called, and they basically keep track of the positioning and kind of the general motion of them. Buttons on the side that we use for gripping, abilities button up top, trigger button to point or shoot or anything like that. There would be the lenses on the inside. Care for a demonstration? Freeze program. Time's over. Let's get back to work. It is as simple as just putting something on my head, ears, and putting something in my hands, and I can be the hero of the day and just feel great 20 minutes later and just hop out of it. I don't know, it definitely elevates my spirits every single time. Will virtual reality be available to the extent or have the general feel of the Star Trek holodeck? I definitely hope so. We're definitely headed in the right direction, and there's a lot of engagement and a lot of interest around the world around virtual reality and all of its different applications. So we will eventually end up being able to feel like we've been transported or transplanted even to another world and have a different experience with virtual reality. It's just that Star Trek has had this huge tapestry and huge background and created that universe that is consistent and treats its audience intelligently. And people feel like they can just climb through their television and be in that world. That's what Star Trek really is. It just keeps unfolding this tableau that has all that optimism and philosophy, but it's also a very, very real world to people that's just very irresistible. It's just fun. It's like coming to a great big party. Everybody's so happy to meet you, see each other. There's no bad. Everything's wonderful.
Das ist das erste Mal, dass wir hier sind und wir waren einfach gespannt, wie das FeedCon ablaufen wird, wie alles aussieht, wen wir treffen werden. Lass uns einfach mal inspirieren davon. Also vor allem halt, dass man auch mal die ganzen Fans, also Gleichgesinnte, kann man fast sagen, dass man die auch mal trifft und eben so sieht, wie sind die anderen Leute so. And everyone's accepted. Whatever your freak flag is, you wave it and you're accepted, you know, and celebrated most of the time too, not just tolerated, but celebrated. That's the Klingon way. Ja, ich finde so die Originalserienkostüme total schön und ich wollte ein bisschen was aufpeppen, habe deshalb gedacht, ja, so von Orion ist mal was anderes. Dann habe ich noch das Triple gebastelt und ja, ein bisschen aufgepeppt. Thank you for that fantastic galactic greeting. It's wonderful to be, we just arrived a few hours ago, and to be greeted by this tsunami of love is absolutely incredible. Thank you so much. And we can celebrate this totally unexpected gift, the 50th anniversary of Star Trek. Thank you so much for that. C'est toujours un moment un peu exceptionnel de rencontrer pour nous, des stars, des héros qu'on n'aurait jamais pensé étant gosse pouvoir approcher. I think the best part is that it's the Star Trek family that we are a part of has just grown. We've grown, there are more people involved. They told me that I was a 28-year-old woman with a symbiont that had lived several lifetimes and that I was probably 350 years old. You're Grace Kelly on the outside and you're Yoda on the inside. And I understand that. That makes sense, except for that I was 28. It's interesting over the time with our series ending, but if it weren't for these conventions, we wouldn't have such a big connection with each other. And it's so much fun to have actors that we have this commonality in a world that not everybody gets to be a part of. Il existe une belle exception française, et quand je dis belle, c'est ironique, c'est tout simplement le très très faible succès de Star Trek en France, sa mauvaise réputation. Camelot, Camelot, Camelot. Knights, I bid you welcome to your new home. Alors un autre film pour la jeunesse, tout aussi stupide, c'est Star Trek. Ah, c'est pas du tout les minets de l'espace, de la guerre des étoiles, ça manque d'épées étincelantes, de revolvers à rayons verts. Pendant de nombreuses décennies, la science-fiction a été extrêmement mal vue en France, considérée comme un sous-genre presque réservé aux attardés. Et Star Trek en a malheureusement fait les frais. Et du coup, eh bien, il a fallu voir arriver sur les écrans Star Wars en 1977 pour que TF1
et a acheté les droits de la série originale et s'est mise à la diffuser partiellement en 1981 en France, partiellement seulement avec un doublage québécois de qualité assez médiocre. 15 ans après sa diffusion aux États-Unis, donc Star Trek a été assimilé dans l'imaginaire collectif à une série kitsch avec des voyageurs en uniforme de pyjama explorant une galaxie en carton-pâte. Et ce n'est qu'à l'aube des années 2000 qu'une série Star Trek a été diffusée à peu près en temps réel, à savoir Enterprise à partir de 2002, mais de toute façon le mal était déjà fait. C'est considéré comme quelque chose qui est futile et sans profondeur. Or, les personnes qui regardent ça de cette façon n'ont pas vu la série parce que certaines séries sont une richesse qu'on atteint difficilement dans des films ou dans d'autres séries. C'est plus qu'un show, c'est vraiment un univers qui se crée. Il est assez frappant de noter que Star Trek aime la France et elle aime la culture française. Eh bien, il y a d'abord la présidence de la Fédération des Planètes Unies, elle est à Paris. Il y a plusieurs films où les acteurs, les protagonistes sont dans le bureau du président et en arrière-fond, à travers la fenêtre, on voit la Tour Eiffel. Deuxième illustration, c'est le capitaine Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard qui commande l'USS Enterprise, il est né à La Barre, en Haute-Saône, c'est un village de Bourgogne qui existe. Ses parents tenaient exploitaient un vignoble. Et puis ensuite, il part à San Francisco, ville francophile, faire ses études à Starfleet Academy. He's a man who believes in taking time, pausing, having a breath, thinking, and negotiating whenever possible. Whereas I think that James T. Kirk was perhaps a much more spontaneous man of action. That's maybe the significant difference. In France, for example, it's a real big failure. Do you have a clue for The French don't know what they're doing, is what it is. Yes. Can you help me to convince the French that Star Trek is Oh, vous êtes great? français? Yes. Oh! Go forth, my son. Convince the French how good Star Trek is. One of the telltale signs of Star Trek's popularity is this fan film explosion. So since the early 1990s, we've had several Star Trek fan films. You know, not all of them are professional, but that's why they're called fan films. But some of them are amazing. And they usually either create a new ship and a new crew in the Kirk era, because that's so iconic and familiar, or they actually go and do a new Kirk, Spock, and McCoy. There have been a couple of those. New Voyages Phase 2 and Star Trek Continues. Star Trek Continues is amazing because it's Vic Mignogna's passion project. Vic Mignogna, he is the creator, producer, writer, director, and star of Star Trek Continues. The first one, Vic and a couple of backers funded, but then after that, it's all been crowdfunded. Star Trek Continues is nonprofit on purpose because not only are we not allowed to make any money from it because we don't own it, but I don't want to make any money from it. We're in transporter range now, Captain. Transporter room. The goal from the very beginning was to make it look and feel and sound as much like the original series as possible, which means building sets that the audience will immediately accept as the original sets, making costumes that look enough like the original that nothing distracts the audience from accepting that they are back in that world. And then, most importantly, telling stories that feel like original Star Trek. This is a bad idea. This is the best idea. We are free to do whatever we like. When I was a little boy, my parents divorced when I was about 9. And I lived with my mom. My dad was gone. And I discovered this show. And here was this
brave, strong leader of men. And he loved his friends, and he took care of his ship, and he helped people, and he was, you know, he was my father figure. He became kind of a role model to me. You can imagine what a joy it is to play that character after all these years. When I started this series, I wanted to have a lot of guest stars. And not just people from Star Trek, people from all different genres. Sci-fi, all different sci-fi shows. Lou Ferrigno, the Incredible Hulk. Lou is a childhood Star Trek fan. When he was a little boy, he loved Star Trek. So when I told him what I was doing, he said to me, if you have a role for me, I would love to be in this. And you'll be punished. Until you ready to go. I think we've proven to the people that like us that we know how to make good Star Trek stories. We've been responsible and good stewards of the donations that people have given us. And hopefully we'll be able to complete the 5-year mission. 7th now. The 7th is done? Already done. Okay, cool. We're gonna be premiering it in September. Okay. So look for it, all right? Thank you, yeah. Star Trek m'a donné une image de l'espace qui était probablement erronée au départ, mais une image de l'espace comme un milieu fascinant où il y a plein de choses à découvrir. Je rêvais d'aller dans l'espace pour voir la Terre de haut, pour découvrir de nouveaux mondes et pour vivre les aventures Star Trek. Quand on s'entraîne, par exemple, pour un vol à bord de la navette spatiale américaine, la première chose qu'on fait, c'est qu'on apprend par cœur le vaisseau. Dans le cockpit, il y a 1000 interrupteurs. Vous rentrez là-dedans, vous dites, j'y arriverai jamais. Je peux vous donner le nom de chaque interrupteur et vous dire à quoi il sert. Tellement je m'en suis imbibé jusqu'à la moelle. Donc à la fin, le vaisseau spatial, c'est juste une extension de nous, équipage, formant un tout unifié, cohérent, harmonieux. Et on les manipule, on les pilote, on les commande par instinct. C'est ce que faisait le capitaine Kirk avec son vaisseau Enterprise. Il savait à distance ce dont son vaisseau était capable. Un commandant de bord qui doit prendre la décision avec audace, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, parce qu'il y a un risque, et puis il emporte l'adhésion de son équipe. J'ai vécu tout ça dans mon métier d'astronaute. Et on construit une relation entre membres d'équipage qui est très forte. On est frères et sœurs à vie après. It's been almost 50 years since man first walked on the lunar surface and the end of the Apollo program. Dans les années 60, le développement du programme Apollo, avant les vols vers la Lune, et la diffusion de la série Star Trek ont été deux facteurs qui ont mobilisé le peuple américain pour avoir envie de faire partie de cette aventure. Une fois que l'homme a posé sur la Lune, les spectateurs de Star Trek ne se sont plus dit « Oh, c'est que de la fiction, comme ça, on regarde distraitement ». C'est peut-être quelque chose qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans. Donc effectivement, beaucoup de personnes dans le monde se sont accrochées à la série avec l'espoir que ce qu'ils voyaient là, en fiction, serait la réalité de leur vivant. Et comme le disait Kennedy quand il a lancé le programme Apollo, on ne le fait pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Pour se donner un objectif dont on n'est pas sûr à l'avance qu'on va l'atteindre, il faut avoir de l'audace. Et c'est ce que fait le capitaine Kirk avec le vaisseau Enterprise. Quand il part en mission, il ne sait pas à l'avance quelles sont les difficultés qu'il va rencontrer et comment il va s'en sortir. Spock. Et c'est pareil aujourd'hui, quand on lance un nouveau programme spatial à l'Agence spatiale européenne, typiquement la moitié des problèmes à résoudre pour réussir n'ont pas de solution connue au moment où on lance ce programme. Dans 50 ans, on ne sera probablement pas encore en train d'explorer l'espace comme le fait le vaisseau Enterprise du capitaine Kirk, puisque lui, il maîtrise déjà l'hyperespace, les vitesses plus grandes que la vitesse de la lumière. On aura probablement, très probablement, déjà envoyé des hommes et des femmes autour de Mars et même peut-être sur Mars. Donc on aura commencé à coloniser l'espace au sens propre.